Peut-être que l'incompréhension se situe à la façon de présenter les choses. D'abord, il faut comprendre les forces vives. Ce n'est pas une alliance politique. Oui, ça on le sait. C'est juste une association. C'est une association. Quoique, c'est une association, on est d'accord. C'est des gens qui se mettent ensemble, comme on l'avait fait pour le FNDC. Tous ceux qui se reconnaissent au mot d'ordre du combat se mettent ensemble. Le RPG étant un parti politique qui a des militants, qui a des Guinéens, qui a des responsables, s'est mis dans le processus. On a avancé ensemble. Mais moi, je n'ai jamais participé à une revendication de nature à dire que des responsables de l'ancienne gestion soient libérés parce que simplement il y a des revendications politiques. Plutôt, ce qu'on a dit, c'est inadmissible qu'on garde les gens en prison indéfiniment sans organiser leur procès. Évidemment. Donc, ce distinguo était nécessaire à faire et je crois que nous l'avons toujours fait. Donc, à ce niveau-là, il ne s'agit pas de faire des revendications à dire il faut garantir l'impunité à tout le monde. Des grandes gueules. Kassori a droit à un procès. Diané a droit à un procès. Damaro a droit à un procès. Et cela n'a jamais varié dans notre discours. Même quand ils étaient en fonction, on leur amenait des messages d'alerte pour dire attention, ce que vous faites là, ça va vous rattraper. Vous devez répondre devant les juridictions. Nous sommes des légalistes. Pour moi, c'est incompréhensible que quelqu'un passe. Parlant du dialogue, on a vu les différentes implications entre autres, mais aujourd'hui, le gouvernement de la transition dit avoir tenu un dialogue avec ceux que vous considérez comme pas importants. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, même s'ils vont seuls à une élection, ils ne gagneront pas parce qu'il y aura de l'absentéisme ou de l'abstention, je vais dire. Maintenant, de l'autre côté, est-ce qu'il faut forcément pour que le dialogue se tienne? Alors, d'abord, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas importants. Parce que moi, je ne suis pas de nature à minimiser qui que ce soit. Je dis simplement la question de représentativité se pose. Il s'agit des Guinéens. On connaît les partis politiques, on sait le potentiel des uns et des autres, extra. Mais cela ne veut pas dire que ceux-ci aussi doivent être exclus. Alors, il ne s'agit pas de dire il faut moi. Mais un cadre de dialogue doit être défini pour une participation la plus large possible. La transition... Dans vos discours ici, à Liouba, dans vos discours, je vais parler des forces vives et autres, vous avez considéré par exemple les partis comme PDN, Bloc libéral entre autres, comme des partis qui n'avaient pas de revendication, donc ne devaient pas se retrouver autour de la table parce que vous avez estimé à un moment donné qu'ils s'inscrivaient dans la dynamique du CNRD, alors pas besoin d'eux autour de la table. Parlons des faits. Ces partis politiques, vous leur avez entendu porter une revendication? Ils n'en ont pas, parce qu'ils sont en phase avec tout ce que le CNRD dit. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas participer à une discussion. Mais lorsque vous n'avez rien à réclamer, pourquoi vous allez vous retrouver autour de la table? Pour parler de quoi? Mais cela ne veut pas dire qu'on les exclut. Dès lors qu'on a dit, ceux qui ont des revendications, venez autour de la table, discutez de ces revendications. Ceux qui sont d'accord avec tout, ils attendent. Quand on va uniformiser toutes les revendications, on va faire en sorte que tout soit correct. Ensemble, on va pousser la dynamique. Ça ne méprise personne. En fait, si ce ne sont pas des a priori, des gens qui ont des arrière-pensées, mais moi, je ne peux rien par rapport aux différents règlements de compte politiques qui peuvent toujours exister entre les uns et les autres. Parce qu'après tout, nous sommes des compétiteurs. Donc, potentiellement, on est des adversaires. À partir de là, chacun va travailler à son positionnement. Ça, c'est normal. Il y va de soi. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui n'ont pas de revendication n'avaient pas de place autour de la table. Voyez le fait. Ils ont fait un dialogue. Ils ont abouti à des conclusions. À date, parce que l'opinion publique ne sent même pas qu'il y a eu un dialogue. Parce que ces conclusions, ces résolutions de ce dialogue ne sont pas appliquées. Lorsqu'on parle du processus électoral, lorsqu'on parle de recensement aujourd'hui, mais quelles sont les populations qui vont se sentir concernées par les conclusions de ce dialogue-là? Il n'y en a pas. Sur le terrain, les gens, ils sentent rien. Donc ça veut dire c'est comme si on a perdu du temps, on a perdu de l'énergie, on a perdu de l'argent. Donc c'est pourquoi la question de la représentativité, elle est très importante. En politique, on ne peut pas tous prétendre à la même place. Il faudrait qu'on accepte que chacun soit là où il doit être et à travers la compétition, ça se recompose. Qu'est-ce qui pourrait être su si c'était vous qui étiez autour de la table? Aujourd'hui, parce que vous dites qu'il y a eu des conclusions entre eux, mais aujourd'hui, personne ne se sent concerné. Si c'était vous autour de la table, quelles seraient vos actions sur le terrain qui nous disent que vous êtes dans la dynamique de la mise en exécution? Si nous étions à ce dialogue, si cela se passait normalement,
les résolutions du dialogue, on allait en être responsable et propriétaire. Donc chacun de nous allait s'investir à travers la base pour sensibiliser les uns et les autres, de s'impliquer. On ne peut pas, par exemple, mettre en place un organe de gestion des élections de façon unilatérale. On ne peut pas conduire de façon solitaire le processus de recensement de la population par rapport à l'établissement du fichier électoral. On ne peut pas discuter de la question constitutionnelle sans des acteurs représentatifs. Parce que lorsqu'on parle de la Constitution, justement, parce que vous l'avez évoqué, évidemment, Lamine, le danger, c'est quoi? C'est de fabriquer une Constitution entre des personnes avec lesquelles on est en phase et de croire que celle-ci a un avenir. D'abord, pour moi, la Guinée n'a pas un problème de Constitution. Il faut plutôt poser autrement le débat. Quel est le rapport que nous avons avec la loi? Quel est le rapport? Quelles sont nos habitudes par rapport à notre Constitution? La Constitution de 2010, dont on a parlé, dont Alpha Condé s'est débarrassé dans les conditions que l'on sait. Beaucoup de constitutionnalistes et même d'analystes politiques considèrent cette Constitution comme étant progressiste. Parce que dans son contenu, elle a mis des verrous pour la plupart des dispositions qui sont en rapport avec le principe de l'alternance. La preuve en est que si Alpha Condé avait trouvé des failles dans cette Constitution dans lesquelles il allait s'engouffrer pour la modifier en sa faveur, en faveur de son agenda politique, il l'aurait fait. Mais tellement qu'elle avait des verrous, mais ce sont des verrous théoriques. Elle avait des verrous, il s'en est débarrassé pour se fabriquer quelque chose d'autre qu'il a appelé Constitution. Son régime n'en a pas survécu. Alors, si on pouvait tirer les bonnes leçons, c'est de dire cette Constitution, au regard de ce qu'elle nous a permis d'avoir comme avancée, la chose qui a essentiellement manqué, c'est la grandeur des dirigeants qui devaient la mettre en application. Parce que toutes les constitutions du monde, à la base, d'abord, sont théoriques. Elles expriment un idéal, comment une société doit s'organiser, comment les citoyens doivent se mettre en rapport, comment etc., etc. Les grandes lignes, après les lois organiques définissent les détails. À partir de là, ce sont les grands hommes qui donnent de la valeur et du contenu et du sens à la Constitution. À supposer qu'Alpha Condé en 2020, qu'il prononce un discours solennel à la nation en dépit de tous les sirènes, qu'il dise: peuple de Guinée, vous m'avez fait confiance 2 fois, élire, réélire, sur la base d'une constitution sur laquelle j'ai prêté un serment sacré. Je m'engage pour l'avenir de la République et pour le respect que je vous dois à respecter les termes de cette constitution et partir à la fin de mon 2e mandat. S'il l'avait fait, la constitution guinéenne aurait eu plus de valeur, elle aurait eu plus de poids et il aurait mis de la pression à son successeur. Parce que celui-ci ne serait pas tenté à modifier la constitution pour ses fins. Le manque de grandeur du dirigeant qu'il est a fait que cette constitution a été remise en cause. Donc si vous voulez, on va nous prêter la constitution. Les grandes gueules. Tant qu'elle est manipulée par des hommes politiques qui manquent de grandeur, elle n'aura aucun avenir. Donc le problème n'est pas... Comment avoir ces hommes de grandeur tels que vous le dites, par exemple le cas du Sénégal. Aujourd'hui on a le Sénégal où on avait une constitution, on avait des hommes d'État qui sont passés, qui ont respecté ces 2 mandats, mais finalement on est en Macky Sall là, qui a combattu contre Wade pour un 3e mandat, qui se retrouve en train de faire la même chose. La question... Personne n'a respecté la constitution au Sénégal. Chacun a toujours voulu faire un 3e mandat. C'est le peuple sénégalais qui a décidé dans les urnes. Heureusement que le peuple sénégalais est le plus important et heureusement que ce peuple est suffisamment mûr pour le refuser. Vous savez, les hommes politiques, les grandes gueules de la tentation. Obama lui-même a dit un jour dans un discours, il dit, s'il ne revenait qu'à moi, puisque je suis encore populaire, je pourrais être intéressé à rester au pouvoir. Mais les lois de mon pays sont plus importantes que mes ambitions personnelles. Je ne peux pas être candidat. Alors, tout homme politique est tenté. Le pouvoir a des caractéristiques qui sont quelquefois un mystère pour les gens, a des privilèges. Mais la grandeur d'un homme, c'est justement se mettre au-dessus de ses considérations pour lâcher et se dire, je ne suis pas indispensable. Alors, moi je dis, pour la Guinée, la question, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que je l'ai même traité dans mon livre. Pour moi, l'un des plus grands problèmes de notre pays, c'est le manque d'implication des hommes de valeur en politique. Lorsque nous aurons des gens qui ont de la grandeur, qui ont réussi dans la vie sociale, dans l'entrepreneuriat, qui ont réussi professionnellement et qui ont été inculqués, qui ont été éduqués avec des valeurs sociales, des valeurs morales, de la conviction, les grandes gueules, des personnes de grandeur qui ont de la grandeur pour donner de la force à nos lois. Donc c'est pourquoi dans mon livre, par exemple, j'ai beaucoup encouragé l'implication des grandes personnalités qui ont réussi dans des choses. J'espère que Lamine sera un jour candidat à une élection en Guinée. Écoutez, vous avez des choses à faire valoir. Quand vous réussissez dans l'entrepreneuriat, écoutez, il faut l'envisager.
il y a tellement de personnes, de jeunes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat en Guinée, que moi, par exemple, j'encourage d'aller en politique. Si vous devenez maire, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Évidemment. Si vous devenez député, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, à venir en il politique. faut, lorsqu'on va qualifier l'espace politique, que des personnes qui ont un bon background, avec des résultats, peuvent compétir dans un débat, se dire qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, la Guinée pourra profiter et tirer le débat politique vers le haut, et les populations auront des éléments de décision. Ils pourront à travers ça savoir qui est-ce qu'il faut élire et qui est-ce qu'il faut mettre là. Mais tant que la politique est le métier de ceux qui n'ont rien à faire, ceux-là vont torpiller nos lois. Ils vont être dans leur petit agenda. Dès qu'ils ont des petits avantages, c'est terminé. Il ne faut plus espérer pour la démocratie. Mais finalement, voilà. Monsieur le Président, non mais c'est bien avant, parce qu'on a parlé de CEDEAO dans l'intitulé. J'ai envie de revenir là-dessus parce que moi j'ai vu cette sortie du président de la Guinée-Bissau, c'est bien ça, hein, Embalo, entre autres. Oui. Vous l'avez suivi sur RFI ou pas du tout? Laquelle des interviews? La dernière, la récente, quand il s'est prononcé. Le cas du Sénégal. Ah oui, lorsqu'il a parlé du Sénégal, il disait il avait du 2 poids 2 mesures. Parce qu'après parler de la Guinée avec un ton assez poussé et du Sénégal de nos temps, je crois qu'il a priorisé le réalisme politique en parlant de Macky qui fait partie de ses parrains. Justement. C'est clair. Et la Guinée, ça arrive qu'il le fasse. La CEDEAO toujours est comment faire confiance justement à cette institution qui se cherche. Justement, qui se cherche. Heureusement d'ailleurs que vous l'avez compris. Il y a une mission d'ailleurs qui devait venir, je pense, le week-end dernier. Une mission qui a été reportée sans que les raisons qui soient données soient convaincantes. Parce que là, on dit la Guinée, je crois, on était occupé à beaucoup de choses. Je crois qu'on est. On parlait d'un problème de calendrier. Oui, peut-être le calendrier des inaugurations de pose de première pierre. Peut-être c'est ce qui occupe tellement le gouvernement qu'ils n'ont personne pour recevoir une délégation de la CEDEAO en Guinée. Ils sont tellement occupés à poser des premières pierres qu'ils n'ont pas le temps pour la CEDEAO. Quoique, il y a des avancées quand même avec le CNRD. Ils ont un deal avec la CEDEAO, comme ils disent. Ils ont un accord dynamique. On considère que à travers cet accord dynamique, c'est très gentil de recevoir ceux avec lesquels on a un accord quand même. Parce que ne pas le faire, ça donne un mauvais signal. C'est un mauvais indice. C'est un peu l'équivalent du gouvernement qui avait sorti les bazookas contre le chronomètre que les Américains avaient publié. Alors on nous a dit, dès qu'ils sont sortis, j'ai vu, on est souverain, on est l'indépendance, c'est nous qui avons montré à l'Afrique c'est quoi la liberté. Quelque temps après, les Américains ont dit d'accord, on a caché ça. Mais ça ne veut pas dire que la montre s'est arrêtée, elle fonctionne toujours. Alors, donc, en fait, il y a des choses pour lesquelles c'est pas nécessaire de faire beaucoup de bruit. Je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour rien dans notre pays. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'espoir aujourd'hui en ce qui concerne la tenue de cette transition? Pour vous, ça tangue? Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, parce qu'évidemment il n'y a pas de chronogramme aujourd'hui, quand on se réfère un petit peu sur la réalité, on peut se dire que quoi qu'il arrive, Doumbouya va respecter sa parole et partir? Oui, on peut espérer que son engagement pris soit respecté. Mais dans quelle situation il va partir? Où nous en serons en ce moment? Il a dit qu'il ne fera pas 24 mois de plus en Conseil des ministres. D'accord, c'est très bien. Mais la Guinée est plus importante que le colonel Doumbouya. Elle est plus importante que ma personne. Elle est plus importante que toi. Nous tous, oui. L'idéal serait que dans ces 24 mois, qu'il parte en passant la main à un président que les Guinéens ont élu au suffrage universel majoritaire. Vous revenez encore là-dessus? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas de dire que je vais partir. Partir dans quelles conditions? Passer le pouvoir à quel type de président? Comment il est élu? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous tendons vers la deuxième année, je le réaffirme. C'est très inquiétant parce que jusque-là, la conduite de la transition, elle est éminemment solitaire. Donc pour moi, il y a un besoin de rectification. Rien n'est tard. Qu'est-ce que vous appelez solitaire? Qu'est-ce que vous appelez conduite solitaire, Aliouba? Le manque d'inclusivité. Les grandes gueules. Lorsqu'on parle de conduite solitaire, vous voyez aujourd'hui ceux qui sont favorables, ceux qui ont, si vous voulez, une position qui ne soit pas critique, ceux qui ont une position qui suit la ligne que le CNRD souhaite, ils sont les bienvenus, ils sont les écoutés, on discute avec eux.
La conduite solitaire, c'est le manque d'inclusivité, c'est le manque de consensus. Madame Sow, vous admettez avec moi que la base de légitimité d'une transition, c'est la concertation et le consensus. Parce que vous n'êtes pas élu. Même un président élu avec un score soviétique cherche à ratisser large pour trouver un consensus le plus large possible afin de gouverner. Mais si vous êtes une transition militaire, vous n'avez pas le mandat de quelqu'un. Oui, mais si vous parlez, laissez-moi terminer, Daouda, s'il vous plaît. Oui. Si vous parlez, vous faites attention. Vous ne pouvez pas avoir la prétention de dire je parle au nom du peuple de Guinée. Parce qu'il y a un mécanisme qui vous a donné mandat pour parler au nom du peuple de Guinée. Et c'est pourquoi vous entendez parmi quand même certaines prises de parole, il y a une dose d'arrogance. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas, lorsqu'on gouverne pendant une transition, on ne peut pas se prévaloir de la légitimité populaire. Parce qu'on n'est pas élu. C'est un fait. Ce n'est pas un commentaire de Aliou, c'est un fait. Monsieur Aliou Ba, président du Modèle, il est notre invité ce matin. Allez-y, Daouda. Est-ce que votre position aujourd'hui ne contribue pas aussi à allonger la transition? Parce que je reviens encore sur cette autre question, parlant bien sûr des partis aujourd'hui d'accord avec la dynamique de la transition, qui pensent que c'est en allant avec le CNRD aujourd'hui qu'on peut très vite en finir avec la transition, que de se mettre dans sa position. On n'est pas, la démarche n'est pas inclusive, on va à rang dispersé ou de façon solitaire. Est-ce que votre position aussi ne donne pas la chance à la transition de perdurer? Non, pas du tout. Parce que le principe de la transition n'est pas de dire que tout le monde doit être d'accord avec le CNRD. Bien. S'il faut forcément boucher le nez, fermer les yeux, fermer la bouche et dire oui, au nom de la transition, au nom de la paix, tout ce que vous faites, c'est bien, salam alek, allons de l'avant. Et nous savons que nous allons dans le ravin. L'histoire va nous rattraper. Évidemment. Nous sommes des hommes politiques. Il faudrait bien qu'on prenne nos responsabilités. Tant que ça ne va pas, qu'on dise que ça ne va pas. Si on n'est pas d'accord, qu'on dise que ça, on n'est pas d'accord. Que de dire accompagnons. D'ailleurs, on n'a pas vocation à accompagner une transition parce que ce n'est pas la propriété de quelqu'un. C'est pour tous les Guinéens. Ce pays nous appartient tous. La gouvernance, elle est à notre profit. C'est nous qui payons les administrateurs. Du président de la République au dernier planton, ce sont nos taxes et nos impôts qui les payent. Donc nous avons l'obligation de leur demander. C'est ce qu'on dit depuis le début. Les forces vives de venir maintenant au dialogue quand on sait que parmi les revendications, aujourd'hui on a les membres de la société civile qu'on a par exemple libérés. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche finalement les forces vives à venir? Je vais vous faire une petite caricature qui vous fera comprendre. Ils ont déjà créé un train dans lequel ils ont mis ceux avec lesquels ils sont d'accord. Ils disent qu'ils ont avancé. Mais même ce train est à l'arrêt. On nous dit venez, on va tous être dans ce train et on va s'arrêter. C'est pour aller où? Le dialogue dont ils ont parlé a accouché des résolutions. Ces résolutions ne sont pas en application. Ils sont eux-mêmes en retard et en difficulté pour la mise en application de ce dialogue. On nous dit rejoignez ce même cadre de dialogue. Pour faire quoi là-bas? Bien. On va essayer d'avancer, on ne peut par le temps. Allez-y. Oui, rapidement, parce que les questions se posent quand vous parlez de représentativité. Quand se pose la question de savoir qu'est-ce que le modèle de Aliou Ba peut-il représenter aujourd'hui dans le paysage politique, pour qu'ils qualifient les autres de pas représentatifs. Parce qu'ils ont quand même obtenu, en lieu et place de 36 mois, ils ont obtenu quand même 24 mois, qui sont les 2 ans avec la CEDEAO. C'est aussi grâce à leur implication, ceux qui sont considérés comme étant conformes à la marche du CNRD. À l'occasion des prochaines élections, ils sauront ce que représente le modèle. Parce qu'un parti politique ne peut pas avoir la prétention de dire je représente ceci s'il n'est pas allé aux élections. On ne peut pas reprocher le modèle de n'avoir pas été aux élections pour le moment, parce que c'est comme si on me reprochait de ne pas être né en 1980. Justement. Moi, je ne détermine pas à quelle date je dois naître. Donc voilà, les élections, quand elles vont arriver, le modèle va participer et ce sera l'occasion de peser notre poids politique. Mais ce qui est important aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous sommes en train de grandir en tant que parti politique. C'est à cela que nous travaillons tous les jours. Et nous avons créé ce parti justement pour aller aux élections et nous nous préparons en conséquence. 2 réactions ce matin du côté de l'UFR avec Moria Kaba qui nous écrit « La qualité du leadership de se construit à partir de l'estime qu'on porte à notre parcours et à notre histoire personnelle. Intéressons-nous au passé des leaders. Qui a fait quoi? Quelle vision présente-t-il? C'est à ce réveil évidemment de conscience qui devrait s'atteler donc le CNRD pour aider les citoyens à bien choisir lors des prochaines élections en lieu et place donc des méthodes antidémocratiques, il le dit, donc à écarter les candidats. Et l'autre réaction c'est de Youssef Kaba du PEDN qui est rouge ce matin.
Hein. Donc il dit, en parlant donc de représentativité, qu'est-ce que le modèle représente pour qu'Aliou prenne la parole dans un débat public? Il s'est opposé à la participation de tout parti d'opposition à l'élection du 3e mandat, mais avait soutenu Cellou Dalein, qui était présenté un peu qui s'était présenté, un peu de cohérence chez Aliou. La véritable pomme de discorde entre le CNRD et les hommes politiques, c'était la durée de la transition. Et ce point, nous avons réclamé 24 mois pendant que les autorités avaient validé 36 mois. Peut-on dire qu'on a toujours été d'accord avec le CNRD? Soyons honnêtes. C'est un militant de PEDN qui nous envoie ce message. Mais écoutez, il est bien placé pour le dire parce que leur principal souci, certainement, c'est Cellou Dalein. Donc pour eux, tout ce qu'il y a à coller à Cellou, ça les arrange. Moi, je ne suis pas de l'UFDG. Moi, je suis du modèle. S'il me pose des questions sur le modèle, ça va. Le reste, ça reste de la caricature. C'est Dalein ou pas du tout? Non, pas du tout. Ça, c'est n'importe quoi, ça. La caricature et de l'intoxication, ça, c'est le jeu favori de ceux qui n'ont pas d'arguments. Je ne réponds pas à ces gens de choses. L'inclusivité des élections à venir Allez, madame, dernière question. Dépendra de la participation de tous les acteurs. Aujourd'hui, nous avons deux acteurs, pas des moindres, qui vivent à l'international, qui ne sont pas en Guinée. C'est le cas de Sidya Touré, mais aussi de Cellou Dalein Diallo. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un procès, par exemple, qui est collé à El Hadj Cellou Dalein Diallo. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est possible que ces deux acteurs reviennent pour participer aux joutes électorales à venir? Naturellement, il faut qu'ils reviennent. Moi, j'ai de la peine par rapport à ce qui leur est arrivé. Et ils ont toutes les raisons du monde de ne pas croire à la justice guinéenne. Parce que simplement, on ne peut pas venir vous déloger de chez vous sans que ce soit une décision de justice. Pour Cellou Dalein et pour Sidya Touré, je n'ai pas vu un acte d'une juridiction guinéenne qui donne le droit de les déloger et de détruire leurs bâtiments. Lorsque cela se passe ainsi, en dehors de toute procédure judiciaire, ils ont toutes les raisons de ne pas faire confiance à la justice. C'est humain. Donc le CNRD doit les rassurer. Doit les rassurer que lorsqu'il s'agit de la justice, elle est impartiale, elle n'est pas visée. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, quand j'étais aux États-Unis, j'ai discuté souvent avec eux. Sidya Touré, nous travaillons ensemble dans le cadre du FNDC politique, nous parlons régulièrement. Et là, Cellou, c'est la même chose. Et je pense que je me mets à leur place, c'est humain. Ils sont peinés. C'est à leur âge, la Guinée ne devait même pas être fière qu'ils soient contraints à l'exil. La Guinée a toujours produit ses meilleurs fils contraints à l'exil et ça nous a toujours généré les échecs qu'on a eus. Quel que soit ce qu'on peut leur reprocher, si c'est fait dans le cadre d'une procédure judiciaire normale, je ne crois pas que ce soit des personnes qui sont de nature à se soustraire à des procédures judiciaires. Et je crois que tous les deux, d'ailleurs, avaient fourni toute la documentation nécessaire et ont engagé une procédure pour que la justice puisse statuer. Et jusqu'à date, en tout cas selon mes informations, je ne sais pas si la justice a donné l'opportunité au CNRD de les déloger. Et la manière par laquelle aussi ça s'est passé, on a vu, il y a une sorte d'expédition militaire lorsqu'on leur a délogé. Il y a des images qui sont quand même choquantes. On ne peut pas considérer leur domicile comme si c'était des trophées. Il faut qu'on sache faire les batailles qui nous honorent. On n'a pas à montrer des muscles pour des choses qui ne valent pas. Une maison, un symbole et tout ça. Je crois que la Guinée mérite nettement mieux. Nos dirigeants doivent dépassionner leur façon de faire et se rendre compte que le pouvoir est passager. Il y avait d'autres qui étaient là avant. Ceux qui sont là aujourd'hui, certains seront là demain et nul n'a la maîtrise du destin. On ne sait pas qui va devenir président de la République demain. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver à celui qui est là aujourd'hui. Il faut faire très attention. Bien. Aliou Ba est notre invité ce matin, mesdames et messieurs. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. La prolongation, encore 15 minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs, pour la DER des GG. Pour votre plaisir, mesdames et messieurs, nous avons donc notre troisième invité ce matin dans cette émission qui n'est autre que, évidemment, monsieur Gando Souleymane Diallo. Gando, évidemment. C'est important. Le cinéaste aux pieds nus. C'est ça. Je pensais qu'il allait venir pieds nus. Ça va. Il allait venir avec autre chose, comme il est créatif. Merci de nous rejoindre dans cette émission, Gando. Bonjour. Merci, bonjour. Ça fait plaisir d'être parmi vous. Alors, le choix de projeter à Conakry, on sait très bien, la dernière fois que tu es passé ici, on a parlé de l'accompagnement. La Guinée n'a pas été là.
tu as quand même décidé de projeter ici en avant-première, et ce sera le 27 et le 28 au Centre culturel franco-guinéen. Pourquoi finalement avoir pris cette décision? Et qu'est-ce qui a prévalu? Parce qu'on imagine, le film n'est pas guinéen, vous êtes guinéen, le film n'est pas guinéen, comme vous l'avez révélé. Comment vous avez pu négocier donc avec vos producteurs pour que ce film soit projeté en Guinée? Et avant tout, tu vois, ce film, il s'est promené, il a fait quand même un grand parcours. Il doit sortir en salle à partir de 5 juillet en France, une sortie de salle de cinéma. Pour moi, il était pas possible de sortir déjà ce film en salle en France sans pouvoir le montrer en Guinée. Et il y a les autorités, il y a la Guinée, il y a les Guinéens. Pour moi, le plus important, c'est les Guinéens. C'est une histoire de la Guinée, c'est un miroir pour la Guinée. Pour moi, ça ne peut pas continuer à ce que l'écho vienne d'ailleurs souvent. Il faut que ceux qui sont là aussi puissent voir à quoi ressemble ce film, s'il a été bien accueilli un peu partout, pourquoi il a été bien accueilli, même si ici on fait semblant de ne pas voir alors qu'on voit bien. Pour moi, il est important que la population puisse le voir, et surtout un monsieur Kaba qui puisse voir Mouramani, qui parle un peu de son ancêtre aussi. Parce que Mouramani, c'est Abdraman Kaba. Abdraman Kaba, c'est l'ancêtre des Kaba qui se sont installés en Guinée, à Kankan et Kouroussa spécifiquement. Donc pour moi, c'est la chose que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas juste continuer à aller ailleurs à montrer ce film. Il fallait qu'on le montre en Guinée. Oui, au cimetière de la pellicule, le montrer en avant-première. Comment ça va s'organiser, Gando? Uniquement les Guinéens ou bien il y a quelques autorités, notamment, est-ce que, par exemple, le ministère de la Culture est impliqué? Comment ça devrait se passer normalement? Et naturellement, on les invite, mais dire que l'État est impliqué sur la sortie de ce film, non. Ils ne sont pas impliqués simplement parce que moi, depuis la sortie de ce film, j'ai fait Berlin, je suis allé à Berlin représenter ce film seul. Il n'y a jamais eu une représentation de la Guinée à côté de moi. Et je l'ai présenté au FESPACO, c'est vrai, il y avait le ministre de la Culture à côté. J'ai été primé à Tarifa, j'ai eu quand même le prix de la coopération espagnole à Tarifa. Je suis revenu, tu vois, à part quelques médias qui en parlent, c'est resté lettre morte. Et voilà, j'ai l'impression que je me retrouve dans un système où les gens, ils aiment bien le festival de Cannes. Je ne comprends pas. En pareille circonstance, quand vous remportez un prix au nom de votre œuvre, au nom de votre engagement dans le monde artistique, vous représentez la Guinée. Comment ça se passe ailleurs pour que le gouvernement s'implique? Est-ce qu'il faut informer le ministère de la Culture? Est-ce qu'il faut venir présenter au département? Comment ça se passe? Vous savez, ce qui est drôle dans ce pays, on est encore dans la pensée unique. La pensée unique, c'est quoi? Voici l'État. L'État est très fort. Tout ce que tu dois faire, c'est à toi de venir vers l'État. L'État ne bouge jamais vers toi. Tu vois? Alors que normalement, je prends un exemple très banal. C'était la sortie du film, par exemple, à Berlin. Tu avais l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a fait un article là-dessus. Tu avais le CNC français qui en a parlé. Tu as la région Rhône-Alpes Cinéma qui en a parlé. Tu vois? Tu as des institutions de ce genre qui en ont parlé. Je n'ai jamais demandé à ces gens de parler de la sortie du film à Berlin. Mais ils étaient fiers de communiquer là-dessus. Les grandes gueules. Alors, chez nous, on attend quoi? On attend que tu viennes rencontrer les autorités, les faire des lettres, les demander. Alors qu'ils sont là pour ça. C'est comme un policier. Tu vois? C'est toi qui cherches les choses. Ouais. Ils travaillent pour l'État. Quand ils travaillent pour l'État, c'est l'argent du contribuable qu'ils utilisent. Donc, ils doivent être partout au même moment. Là, on fait les grandes gueules. Quand je le fais de la mauvaise publicité, automatiquement, ils vont dire « Ah, il a parlé de nous. » Mais avant que moi, je ne parle d'eux, est-ce qu'ils parlent de moi? Est-ce que, par exemple, on est revenu du FESPACO avec Ramatoulaye. Je mets le gouvernement guinéen au-dessus. S'ils ont vu le film de Ramatoulaye, s'ils ont vu mon film. Et est-ce qu'ils ont exprimé le souhait de voir mon film ou de voir le film de Ramatoulaye? Des films primés au FESPACO, tu vois. Et pourtant, on est allé quand même voir le Premier ministre, tu vois. Il a fait son boulot, on a serré la main, on a fait des photos, comme le Festival de Cannes, on aime bien les photos. Mais dire oui, vous avez fait ça, c'est important que le gouvernement puisse savoir qu'est-ce qui se trouve dans ces œuvres. Pourquoi le monde en parle? Mais ça, tu penses que moi, je vais aller te demander comment on va faire pour que vous regardez mon film? Ça, jamais. Parce que c'est leur boulot. Et quand ils doivent faire leur boulot, il faut qu'on arrête de penser
je suis l'État, je suis super puissant, je suis Dieu. Non, tu représentes le peuple, Les grandes travailles gueules. pour le peuple. Donc c'est à toi de trouver parfois certaines informations. Encore aujourd'hui, tout est là. Parce qu'on est tous connectés. Même si moi, je ne te dis pas ce que je fais, tu vois. Ouais. Tu vois, ça ne te coûte rien de savoir comment ça se passe. Là, je fais une sortie en France, en salle de cinéma, une première. Tu vois, le dernier film guinéen qui est sorti en salle de cinéma date de 2009 avec Mama Keita, L'absence. D'abord, faire un film, c'est un problème. Le sortir dans une télévision, c'est notre problème. Et le sortir en salle de cinéma, c'est le summum. C'est le summum. Et quand tu fais ça, tu regardes à côté et les gens, ils font comme s'ils ne voient pas ce que tu es en train de faire. Tu te dis, ces gars-là, il y a un problème. C'est qu'ils sont en train de dormir ou ça ne les intéresse pas. Ouais. Et pourtant, le combat aujourd'hui, on parle de branding Guinée. Tu vois, là, ils organisent une kermesse à Paris. Une kermesse, c'est le 24. Tu vois le nombre d'artistes qui sont sur l'affiche? Tu vois, c'est comme ça que vous vendez la Guinée et que vous parlez qu'avec des musiciens. Vous avez quand même des gars comme Circus Baobab qui ont plus de 50 tournées dans le monde. Dans votre branding Guinée, ils ne sont pas inclus. Moi, je sors mon film en juillet. Dans votre histoire de branding Guinée, vous n'en parlez pas. Mais les gars, c'est l'argent du contribuable. Les gars, vous n'êtes pas plus futés que tout le monde. Sauf que vous ne faites pas votre boulot. Et quand vous ne faites pas votre boulot, je suis désolé, moi, je ne suis pas le genre de personne qui court de bureau en bureau. J'ai pas de grand. Ouais. J'ai pas de grand dans ce pays. Les grandes gueules. Tu vois? Les vérités crues de Gando ce matin, évidemment. Bah oui, une grande gueule, hein. C'est important de le dire. Revenons à cette œuvre. Ouais. Puisqu'on s'adresse au public, on Mouramani. est incité à aller voir ce film. Moi, je sors rarement la nuit, mais je pense que Hiro, on va devoir se tordre les bras pour y aller. Ouais. Contez-nous l'histoire, parce que en réalité, vous dépoussiérez une histoire qui aurait dû rendre fier le Guinéen. L'État, a commencé par l'État lui-même. Moi, c'est à travers vous que j'ai appris, quand vous étiez déjà sur le projet, que ce cinéma-là, africain-là, francophone, a en réalité commencé chez nous. Et expliquez-nous réellement la trame de ce film, sans forcément nous donner le dénouement, mais qu'est-ce qu'on est censé y trouver? En fait, tu vois, Mouramani tournait en 1953 à Paris par un jeune étudiant guinéen qui avait juste une envie de faire du cinéma. Il n'est même pas passé par une école. Mais il a eu cette audace quand même de vouloir raconter un film qui est Mouramani. Il fait ce film en 1953 et au bout de 2 ans, il y a Afrique sur scène qui sort. Mais vu que ce film, il n'est pas fait dans un cadre institutionnel, on oublie complètement ce film. Tout le monde en a entendu parler de ce film, mais personne ne l'a jamais vu. Et pourtant, c'est l'ancêtre du cinéma de ce pays. Mais c'est l'ancêtre aussi du cinéma d'Afrique francophone noire. Et nous, on a été à l'école, on a appris toutes les histoires du cinéma du monde. Jamais 2 lignes du cinéma guinéen. Et moi, c'est au Niger que je découvre que le premier film d'Afrique francophone noire, il est guinéen. Bien. Et là, je commence à le chercher. Donc, à la recherche de ce film, je trouve que quand même la Guinée fut un pays avant-gardiste. Il y a eu du cinéma dans ce pays. Il y a eu des films qui ont été distribués, il y a eu des films qui ont été faits tout le temps de Sékou Touré. Mais à partir de 84, le cinéma, il a été enterré. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une seule salle de cinéma qu'appartient à la Guinée. Ouais. Une seule salle. Et quand vous dites enterré, ce n'est pas de l'image. Non, c'est littéralement enterré. J'ai appris, corrigez-moi sauf erreur de ma part, qu'ici des pellicules, une machinerie et ainsi de suite ont été véritablement enfouies. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr, parce qu'à un certain moment, ces bobines commençaient à pourrir, ils n'étaient pas archivés dans de bonnes conditions. Donc, ils voulaient donner le centre culturel, l'actuel centre culturel, c'était le Sili Cinéma, c'était notre cinémathèque nationale. Les films étaient gardés, archivés là-bas. Donc, à un certain moment, ils ne pouvaient pas continuer à les garder et il n'y avait pas de possibilité à transférer au niveau numérique ou analogique et tout ça. Ils ont sorti toutes ces bobines. Ils ont créé un grand trou, ils ont mis dedans, ils ont rajouté du carburant, ils ont mis du feu et ils ont rajouté de la terre. Donc c'est d'où même vient le titre Au cimetière de la pellicule. Tu vois? Et parler de ce film aujourd'hui, non seulement c'est pour la Guinée, mais c'est pour les générations futures parce qu'il y a un grand trou
entre les générations des années 60 et nous, notre génération. On ne sait pas ce qui s'est passé dans les années 60. Et quand on parle de fierté, il faudrait quand même qu'on soit accroché à quelque chose. Ce cinéma qu'on a fait pendant le temps de Sékou, même si on vous dit c'est de la propagande, mais c'est dans ces films que se trouve l'histoire de la Guinée. Et comprendre que tout ça a été jeté, c'est comme si on a jeté le passé de ce pays. Et quand tu fais un travail pour aller à la recherche de tout ça et le ramener, et tu es reçu un peu partout dans le monde, là on sort à La Rochelle. La Rochelle, tu vois, tu côtoies les grands du cinéma du monde. Tu ne côtoies pas l'Afrique en miniature qui arrive en France, mais tu côtoies les grands du cinéma du monde. Le film primé à Cannes, il repasse à La Rochelle. Des grands cinéastes, parfois même tu te dis, mais attends, comment je suis arrivé à ça? Mais après, tu reviens dans ton pays, tu regardes les gens, tu dis, mais qu'est-ce que ces gens n'ont pas compris? Et c'est parce qu'ils pensent que c'est juste une histoire de Souleymane et ses délires. Non, c'est une histoire de la Guinée, de son cinéma, de son passé et de son avenir que la Guinée refuse de regarder. Encore, je vais vous faire des révélations parce qu'il y en a marre. Moi, je passais une année à chercher de l'argent à finir ce film dans ce pays. Et je suis allé voir les gens, j'avais le budget, le plan de financement, tout était détaillé. Ce qu'on a acquis, ce qui nous restait. Il nous restait environ 119 000 euros. Ils m'ont dit non, c'est trop, il n'y a pas d'argent. Oui, il n'y a pas d'argent, ok. Après, la Guinée, qu'est-ce que la Guinée a à me proposer? C'est 5 000 euros. Sur un budget de 419 000 euros, la Guinée n'a que 5 000 euros pour son passé, pour son histoire. Ok. On est d'accord, il faut venir. Et après, on te verse 2500 euros. Et jusque-là, les 2500 qui restent n'ont pas été versés. Mais après, les gars, ils vont te dire quand même, la Guinée n'a pas d'argent. La Guinée n'a pas d'argent comment? Vous avez vu le train de vie de nos ministres? Vous avez vu le train de vie de nos gouvernants? Là, on parle de refondation verte. Ils roulent tous sur des 4x4. Ils polluent plus. Et puis, ils reviennent parler de refondation verte. Les gars, ça va quoi? Bien. Merci beaucoup en tout cas Gando. Le rendez-vous c'est donc quand même, 27, le 27. 28 donc comment ça s'organise Les grandes gueules. Ou alors c'est des tickets qui sont vendus. Comment on accède à la salle? Tout ça. Et c'est des tickets parce qu'il faut arrêter de continuer à penser qu'on va faire du cinéma, on va vous le donner gratuitement. C'est déjà du pipeau quoi, il faut arrêter. On a tous payé pour le cinéma. On a tous payé pour le cinéma, donc on doit recommencer parce que c'est une culture. Et on continue de payer mensuellement. Et donc du coup, il y a une avant-première qui se passe le 27. La rentrée est à 150 000 francs. Il y a une première qui se passe le 28. La rentrée est à 100 000 francs. Donc après, moi je suis pas celui qui attend que forcément on remplit la salle. Il y aura 2 personnes. On va montrer le film à ces 2 personnes. Et après moi je reprends mon chemin, je continue à faire tourner le film. Mais ce qui est dommage, il faut que le gouvernement guinéen, que les responsables de l'État se réveillent. Bien. Vous ne pouvez pas continuer à faire semblant. Et il faut le festival de Cannes. On est jeudi. Chaque jeudi, il faut le festival de Cannes à la présidence. Il faut des photos avec le tapis rouge. Les gars, c'est pas ça le boulot. C'est le conseil des ministres qui l'appelle festival. Ouais, j'ai bien compris, évidemment. Kerno, merci beaucoup en tout cas, mon cher Gando, d'être passé nous voir ce matin. Évidemment, on sera au rendez-vous pour votre plaisir. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Voilà, la DER des GG, évidemment, mesdames et messieurs, on a donné le ton, évidemment, c'était le mois de septembre dernier. Et la dernière de cette saison, mon cher Jacques, quelles leçons tirer? Bon, d'abord, c'est avec beaucoup de fierté que nous terminons. Nous avons commencé avec beaucoup de joie déjà en septembre 2022 et avec beaucoup d'ambition aussi. Nous sommes fixés de grands objectifs et je pense que en terminant ce 22 juin, je dois dire que nous avons atteint si vous voulez, les 90% des objectifs que nous nous sommes fixés. Parce que l'idée, c'était de rester sur ce programme phare qui continue à susciter le débat, à éclairer l'opinion sur l'actualité et puis à participer de notre manière
à qualifier la gouvernance dans notre pays. Pas comme un conseiller, un commissaire de la HAC me l'avait dit, bon, vous n'avez pas à donner des leçons. Nous ne donnons pas de leçons, mais nous aidons à éclairer quand même l'opinion des Guinéens sur un certain nombre de sujets. Alors, les difficultés ont été là, mais avec le temps, on commence maintenant à avoir la carapace dure, et je pense que ceux qui nous provoquent souvent et qui espèrent naïvement qu'ils vont parvenir à nous abattre et puis à nous empêcher peut-être de continuer notre boulot, ils doivent être un peu intelligents et se dire ça là, ces gens-là, il faut pas tenter, il faut faire autre chose, ça là c'est pas possible. Mais pensez en tout cas à tous ces publics qui continuent de nous adopter. Ouais. Nous le savons, nous leur manquons souvent. Mais il faut qu'ils le sachent que de la même manière, eux aussi, ils nous manquent. Ouais. Parce que les 2 mois que nous allons passer à la maison, parfois, c'est le repos. Mais ça nous manque d'être là le matin et d'être en contact avec le public. Parce que même s'ils ne sont pas dans ce studio, ils ne sont pas sur ce plateau, nous continuons à croire qu'ils sont avec nous. Et lorsque nous descendons sur le terrain, nous rendons compte, nous nous sommes rendus compte avec la 7e édition de GG Tour, le trajet qu'on a fait, on a vu la mobilisation au fur et à mesure, les gens qui venaient comme ils partaient voir un spectacle de musique, leurs stars les regarder, nous étions vraiment très fiers de ça. Et puis évidemment les pays étrangers qui commencent aussi à nous adopter désormais. Beaucoup de témoignages viennent. Au début c'était le Mali, notre 2e poumon, comme on le dit, mais maintenant c'est aussi le Sénégal, c'est aussi le Burkina, c'est la aussi Côte la d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est aussi le Bénin, c'est ça, c'est aussi le Togo, c'est aussi le Niger. C'est beaucoup de grandeur. Nous sommes en train de gagner en beaucoup de grandeur, et ça doit être dit. Je voudrais quand même remercier ceux qui travaillent avec nous mais qui sont pas vus. Ces techniciens de radio qui sont avec nous ici chaque matin, le doyen Modiabi avec toute son équipe, Amadou Sow, Saloum Kamara, Abdougadr Dramé, et puis nos amis à la réalisation, Poutine, Djibril Ba, Mamoudou Kondé, Alassane Diallo. On peut peut-être faire un détour à la régie, si vous êtes prêts. On va essayer de voir. Les gars, montrez votre ingéniosité. Voilà, ils sont là, évidemment, voilà, c'est cette équipe, évidemment, l'équipe qui a des coups tous les matins. Poutine. Non, ma fata est là-bas. Voilà. C'est la reine qui danse. C'est la reine qui danse là, évidemment, voilà, du côté de la régie. Très heureux en tout cas, très heureux. Et nous vous donnons rendez-vous en septembre 2023. Le 4 septembre, Et nous serons là. Et gardez-le aussi à l'esprit, nous reviendrons, en tout cas une équipe viendra vous tenir en haleine pendant cette année. Exactement, c'est bien dit, mon cher Jacques. Allez-y madame. Écoutez, une belle année teintée quelquefois de tristesse par moments. On l'a vécu, une année quand même carrément différente d'une certaine année où on a vécu pratiquement toute la saison sans recevoir de ministre de la République sur notre plateau. C'était carrément différent cette année, et on a quand même réussi à faire de belles choses telles qu'on se les fixe à chaque saison, à chaque rentrée. Et ces auditeurs qui sont là de façon inlassable à nous envoyer les messages qu'il faut, à nous rappeler par exemple quelquefois à l'ordre, et l'instauration cette année de cette nouvelle rubrique, le mur du jour, qui a quand même fait belle impression pour rappeler à chacun que en quelque sorte votre travail que vous faites n'est pas aussi performant que ça. Pourquoi? Parce qu'on est des humains. Nous faisons un travail qui n'est pas de la hauteur de l'ordre de ce que Dieu peut faire, mais nous essayons quand même de faire en sorte que tout se passe normalement. Nous veillons sur la gouvernance, pas parce qu'on en veut à un gouvernement ou qu'on en veut à une personne, pas parce qu'on en veut à un ministre de la République de façon particulière, mais parce que notre rôle aussi c'est de relayer les informations, de creuser, d'enquêter, de mettre à la place publique les informations qu'il faut dans les règles de l'art de façon professionnelle. Je pense que c'était une belle année, mais on a également connu des départs
départ, on a eu notre premier diplomate, Antoine Kourouma, qui nous a parti. C'était l'éternel mur. Oui, c'est bien dit. Qui est parti, Maf aussi, qui nous a quittés, mais ce départ tragique du grand frère Ahmed. Mais la vie, elle est ainsi faite. Mais c'est une saison pleine et fière, je peux le dire. Moi, je boucle la saison avec un peu d'amertume parce qu'on se dit que c'est 2 mois, oui, mais 2 mois à se préparer pour revenir encore de façon plus belle à servir ses auditeurs. Parce qu'entre eux et nous, c'est cela aussi. C'est une longue histoire quand même. Hein. Quand nous prenons le départ de Radio Espace jusqu'à maintenant, c'est 16 bonnes années. C'est toute une vie pratiquement. Ouais. Quoi. Je me dis qu'on sera là demain. On était là hier, on est là aujourd'hui. Nous serons là encore demain, toujours pour mieux les servir et toujours avec fierté. Merci beaucoup, Madame Hiro. Oui, Aïssatou Sané qui a rejoint l'équipe, c'est la première année, hein, c'est ça, hein? Ouais, tu peux appuyer le micro, ma grande Sané. Alors, merci, j'ai envie de dire merci à tout le monde, à toute l'équipe qui m'a adopté. Merci à tout le monde de m'avoir ouvert les portes et surtout d'avoir permis que je m'intègre facilement dans l'équipe. Mara, Tamba notamment, Lamine, Dame Hiro, tout le monde. Et je vous dis merci, c'était une belle expérience pour moi, c'était tout nouveau, me frotter au débat politique. Je me surprends aujourd'hui à tenir des débats politiques en off avec les gars. Donc c'est toute une fierté. Moi, je suis très contente d'être avec vous et j'espère vous servir également la saison à venir. Ouais. Aïssatou Sané. Allez-y, mon cher Caps, voilà. Ben voilà, Lamine, c'est une belle fin de saison, une saison enrichissante. Il faut dire, moi je retiens une chose, hein. Voici Les Grandes Gueules, une émission qui a subi beaucoup de critiques sur la toile, entre autres, une émission qu'on ne regarde plus, qu'on n'écoute plus, mais ce qui était étonnant, ceux-là qui disent qu'on ne suit pas cette émission sont après ceux-là qui viennent commenter par derrière ce qui a été dit dans cette émission, et justement ça me faisait rire, ça montrait combien de fois les gens accordaient de l'importance à cette émission. Donc le fait de dénoncer des fois, c'est d'envoyer à ce qu'on améliore, qu'on innove, qu'on mette de la nouveauté dans l'émission, et je pense que c'est ce qui est arrivé avec le mur du jour, avec la médiatrice Aïssatou Sané, et beaucoup d'autres choses viendront après. Moi, il y a quand même une seule chose que j'ai retenue qui, à mon avis, est vraiment à plus vulgariser, c'est les GG Tours. Lamine, c'est vrai que c'était une 7e édition, mais c'était comme si c'était une première pour moi, à mes yeux, au regard de l'impact que ça peut produire dans la cité, la façon dont les citoyens exprimaient l'envie et le désir de s'exprimer et de mettre en lumière les difficultés que leurs différentes régions rencontraient. Et c'était vraiment beau à voir, et cela ça m'a amené à réfléchir finalement, et si les Grandes Gueules passaient toute la saison à tourner dans toutes les régions afin de permettre au pouvoir public de comprendre les vrais mots dont souffre ce pays-là. Vous avez remarqué, Lamine, on a vu beaucoup de tournées à l'intérieur du pays, des ministres qui sont allés voir, mais quand les GG sont passés, on a vu toute autre chose, des réalités qui étaient cachées, et pour moi, c'est ça ce métier-là, ouais. C'est ça ce travail que le journaliste fait, et c'est ce que les GG se sont donné comme mission, et ça c'est une belle réussite. Sinon, qu'encourager ça et voir pourquoi pas les années à venir qu'on réédite cela à l'international, parce qu'on a des Guinéens, beaucoup de Guinéens au Sénégal, en Angola, en Côte d'Ivoire, etc., un peu partout. Vivement que les GG se déploient à l'international aussi. Voilà, mon cher Caps, merci beaucoup. Allez-y, Daouda Mohamed. Oui. 2e saison. 3e. 3e, ouais, ok. Je vieillis. C'est vrai. Dans cette émission. Je vieillis bien dans cette émission, 3e saison. Oui, effectivement, et c'est toujours un honneur, Lamine. Vous savez, les GG, c'est de la magie. Les GG, c'est cette émission, quand vous y êtes, vous vous transformez. Vous venez ce que vous êtes, mais vous devenez ce que les GG voudraient que vous soyez, et vous l'êtes, et vous l'êtes carrément. Et c'est toujours un honneur, et de savoir que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous disent frontalement, on ne vous aime plus. Mais c'est eux qui savent ce que nous disons ici. Et je profiterai d'ailleurs pour dire un coucou à monsieur Mamadou Bangoura, qui, côté de Bokeh sûrement, à chaque publication que je fais, il vient, vous n'êtes plus les GG,
Moi, depuis 2 ans, je ne vous regarde plus, je ne vous écoute plus. Mais c'est lui qui sait toujours ce qui se passe ici. Donc, ils sont nombreux comme ça et qu'ils sachent que nous sommes là. Nous ne sommes contre aucune gouvernance, mais nous sommes contre la mauvaise gouvernance. Nous sommes contre les mauvaises pratiques et cela, c'est la mission que nous nous sommes donnée. En ne le faisant pas, c'est manquer à notre responsabilité, à notre mission, et que les gouvernants aussi comprennent que ce que nous faisons, c'est pour les aider à mieux orienter le contribuable guinéen. Parce que si vous avez la possibilité ou le privilège aujourd'hui d'être à un niveau de responsabilité, ce que vous engagez comme fonds, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas parce que vous êtes plus béni que les autres, mais c'est ce que nous disons, c'est vous permettre d'aller vers la bonne utilisation. Ouais. C'est ce que nous faisons et je crois qu'on ne lâchera pas. Et même si c'est 1 minute que nous avons dans les GG, nous dénoncerons. Merci beaucoup, mon cher Daouda Mohamed Kamara. Allez-y, Mohamed Mara. Oui, merci Lamine. Ouais. Et je crois d'ailleurs que je dois commencer par ça. Merci. Pour dire vrai, il y a environ 1 an, j'avais pris une toute autre direction. J'avais des sollicitations pour d'autres médias et même dans l'administration publique, j'avais des propositions de poste. Mais j'avais décidé de raccrocher les crampons jusqu'à ce qu'on discute. Et je te remercie parce que moi je suis parti pendant une période de 2 ans. On n'a jamais coupé le contact. Non. Je veux remercier Jacques et Zachary qui ont été... et Djiba. Ouais. Il n'est pas là. Je veux avoir une pensée pour Bouba Dial. Oui. Lui et moi n'avons jamais parlé. Oui. Mais d'autres m'ont dit tout ce que Bouba Dial, jeune frère, tu as dû faire. J'avoue qu'à un moment donné, c'est plus le grand frère qui m'a ramené que le patron. Et je crois s'il y a quelqu'un qui sait bien me tenir, c'est Lamine pour ça, parce qu'il sait comment je fonctionne. C'est la vérité. Je me souviens, je ne sais pas si tu te rappelles, mais la première fois qu'il a été question que je vienne à Dafo, entre ce moment et le moment où je suis venu, on a mis 1 an. Ouais. La première fois que tu as parlé avec Maki, de moi, et le moment où j'accepte de venir, ça a mis 1 an. Ça s'est passé comme ça encore et encore. Je veux être reconnaissant envers Dieu parce que c'était une période où ma carrière prenait une toute autre direction. Mais j'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Je me suis dit, et si tout ça, c'était peut-être des signaux que je dois maintenant arrêter et passer à autre chose. Vous êtes parvenus à me convaincre de le faire. Merci à vous tous qui avez continué à être cette grande famille autour de moi. Je veux également dire ceci de ce qui m'a marqué cette année, le départ de Ahmed. Merci à Djadia de l'avoir exprimé en de si beaux mots pour moi. Il ne manquera à jamais. Merci à tous les collègues qui sont partis vers d'autres horizons, c'est aussi cela la vie. Je veux remercier particulièrement les équipes qui travaillent dans l'ombre. Ouais. Aujourd'hui, tu as bien fait de demander à la régie de montrer un peu les visages. Ouais. Parce que ces gars-là, les gens ne voient que nous, c'est nous qui récoltons les lauriers, mais ce sont eux qui arrivent longtemps avant nous. Ouais. Ce sont eux, à la veille, nous les bousculons. Parfois, c'est tard la nuit qu'on leur envoie les infos. Poutine, je veux te dire merci, Mafata et toute l'équipe, tous ceux qui travaillent dans l'ombre, vous contribuez à nous rendre meilleurs. Et ça, je veux sincèrement dire merci à toute l'équipe technique, à la direction générale qui est derrière, également cabinet que j'ai redécouvert. Cabinet que j'aimerais bien appeler le motivateur. Sérieusement, je veux vraiment le reconnaître. Les GG cette année, ça n'a pas été différent des autres années. Mais les GG, j'ai envie de dire, continuent de rester la Bible des débats politiques dans ce pays. Vous direz tout ce que vous voulez. Oui, c'est la Bible des débats politiques. On calque, même lorsque vous avez envie de faire différemment, beaucoup ont tenté de faire différemment. Mais à la fin, vous ne tenez pas la laine longtemps, vous retombez dans le modèle GG. Oui. Avant les GG, ce modèle n'a pas existé en Guinée. Aujourd'hui, c'est devenu la norme. On commence d'abord par faire comme les GG,
pour tenter ensuite de se trouver une identité. Il y a quelques jours, une consoeur me disait à Abidjan, vous savez, chez nous, c'est à Dakar, il y a maintenant une émission comme ça qu'on a créée, mais le format est différent. Vous êtes plus vivant et tout. Vous avez vu les acteurs politiques du Sénégal voulant s'adresser à leur population qui ont fait un détour par les GGG. Oui. Parce que aller à Sandaga, le jour où tu vas avoir le malheur, l'ami, de rentrer dans Sandaga, tu mettras 2 heures avant d'arriver à la boutique que tu es venu vérifier. Tu ne pourras pas, on va te bloquer de partout. Nous voulons remercier tous ces Guinéens partout qui nous encouragent au quotidien. Je veux me souvenir que c'est une émission et cette radio est une radio citoyenne. Voyez ce qui a été fait en faveur de Gekedou. Voyez ce qui a été fait en faveur de Gekedou. Ce que le public ne sait pas, c'est qu'il n'y avait pas un sponsor. On était plus d'une vingtaine de personnes à aller sur Gekedou pendant plusieurs jours, sauf erreur de ma part, le directeur de la télé peut le confirmer, il n'y avait pas de sponsoring. La radio s'est démerdée, s'est cassée, s'est pliée pour trouver les ressources. Pourquoi? Parce qu'on a dit, pour ce qui est en train de se dessiner, il faut y aller. Et tous les animateurs ont dit, les gars, il faut qu'on y aille. Personne n'a pensé à une histoire de primo, de ceci, cela. On voulait être là parce qu'on s'est dit, c'est d'abord ça notre vocation. Et on était sur le terrain. On est allé, on n'était pas allé pour dormir dans les hôtels. On était sur le terrain. Jacques et Tamba d'ailleurs sont restés encore après nous pour continuer encore à creuser des choses. Les GG Tours sont venus compléter cela. Donner la parole à ceux qu'on n'entend pas. Donner la parole à ceux qu'on n'entend pas. Et ceux qu'on n'entend pas ne prennent la parole qu'auprès des personnes crédibles en qui ils se reconnaissent. Parce que le plus important sur une radio, ce n'est pas la personne du journaliste, ce n'est pas l'information. Je vais ouvrir les yeux des gens sur ça. Le plus important, ce n'est même pas l'information, mais c'est la confiance dans la voix qu'on entend. Et parfois, le visage qu'on ne connaît pas. Mais il faut qu'on fasse confiance. GG, c'est devenu une institution parce que le public fait confiance. C'est quand même la première émission de l'histoire de ce pays qu'on a tenté d'abattre. Et ça, y compris par des états-majors politiques. On a engagé des milliers de personnes. On les a lâchés comme des molosses sur un os pour diffamer, pour discréditer, pour combattre, pour tout dire. J'ai vu des hommes politiques y contribuer. Certains ont refusé de prendre des appels pendant des mois et des mois. Mais tout ça a fini par changer. On est resté constant, tel un roc. La tempête vient battre le rocher, mais c'est la tempête qui finit par se briser et à s'en aller. Les rochers restent. Les Ivoiriens disent, les temps durs ne durent pas, mais les hommes durs restent. Dieu qui nous a donné cette force-là, je ne peux que lui dire merci. Lamine, merci aussi à toi. C'est vrai, très souvent, on attend longtemps pour rendre hommage aux gens. Malheureusement, c'est notre nature ingrate d'humain qui fait cela. Ce que tu as réussi, j'y réfléchissais encore ce matin, venir de nulle part. Moi, je me rappelle l'une de tes toutes premières interviews à la RTG quand tu as reçu ton agrément et tout. Je me rappelle encore la silhouette et tout. Je disais, mais c'est qui ce monsieur et tout? De ce jour à aujourd'hui, ce qui a été fait, mais ce que le public ne sait pas, c'est beaucoup de nuits blanches. Je t'ai vu quasiment te doper à la théine ici pendant des années. Parfois, on se croisait ici à 5h, 4h du matin, 6h. Toujours là. Le patron qu'on n'a jamais vu patron, qu'on a d'abord vu ouvrier. Et en le faisant, tu as donné le ton et tu as montré l'exemple. Ce qui fait que les autres également, on n'a pas du mal à suivre un tel leader. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous gouvernent, lorsque le leader lui-même a la main à la pâte et est l'exemple, les gens n'ont pas de difficulté à vous suivre. Vous devenez dictateur lorsque vous cessez d'être un modèle. Si vous n'utilisez pas le diktat, les gens vous suivent naturellement lorsque vous êtes un travailleur. Merci aussi pour l'homme que tu es. Et je tenais sincèrement à dire cela. Pour terminer sur la question des enquêtes. Il y a un homme qui n'est plus aux affaires. Il est tombé, il a été déchu, mais qui nous a dit ceci il y a quelques mois. On était sur une enquête. Il a cité le nom d'autres médias. Non, notre problème, ce n'est pas ces médias. Notre problème, c'est votre équipe. Parce qu'on sait que vous, ça va être difficile de négocier avec vous. Nous avons dit, nous ne sommes pas là pour négocier, nous voulons de l'information. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Dieu sait, on a mis combien de mois, Jacques, Tamba, moi, parfois un autre,
aucun de nous ne sortait la nuit s'il n'y avait pas les autres. Parce qu'on savait ce qu'on provoquait. Ouais. Mais il fallait aussi le faire pour continuer à servir notre pays. Je suis heureux d'avoir remporté le trophée, je suis sûr, du mur cette année. Mais c'est d'avoir reçu aussi le trophée de celui aussi qu'on voudrait envoyer en prison. Et grâce à votre solidarité, personne n'est en prison. Merci. Mais le ministre, hier nuit à minuit, était en prison. Mohamed Bara. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. À la régie, vous allez faire un focus sur vous-même. À Mafata Sano, la reine, évidemment. Est-ce qu'on peut la voir à l'écran, Mafata Sano? Est-ce qu'elle est là? Bon. Elle ne me suit pas à la régie. Bien. Il fallait finir comme ça aussi, sincèrement. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Grand merci à toute l'équipe, sincèrement. Nos pensées, évidemment, à Ahmed Kourouma. Tout le monde est revenu là-dessus. Et c'est lui, d'ailleurs, qui va clôturer cette émission ce matin. Mesdames et messieurs, notre cher Ahmed. On se retrouve le 4 septembre 2023. Inch'Allah. Prenez soin de vous. Au revoir. J'espère que vous avez passé 3 heures captivantes en notre compagnie, chers auditeurs. J'espère qu'on vous a servi. J'espère qu'on a respecté de manière humble la mémoire de Monsieur William Sassine. Personnellement, j'ai pris mon pied. Vive la culture. Sortez, lisez et excellente fin de soirée.